Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 4, on parle des jeux à deux. Je suis comme à l'habitude avec Jean-François et je suis Simon. Durant la prochaine heure, on va parler un peu de l'historique des jeux à deux marquants et on va terminer ça avec notre top 5. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Salut JF, ça va bien? J'espère que tu es en forme. Oui, ça va bien, toi? Oh yeah! Tu veux. Toi, t'as l'air en forme, en tout cas. Fait que tu veux commencer en nous disant qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine? Oh yeah! Ben ouais, en fait, l'autre soir, on s'en allait jouer au disc golf, mais finalement, il y avait plus... Le gazon était un peu humide et tout ça. Et j'ai eu récemment une copie du jeu Molki, les quilles finlandaises en fait, une copie de Molki, j'imagine, de quilles finlandaises. Ouais, ben, il commence à être temps d'y jouer parce que l'été s'en va bientôt. Fait que c'est un jeu d'été, ça. Oui, exactement. Un jeu parfait pour les pique-niques et tout ça, les moments dans les parcs à la plage. Vraiment, c'est un genre de pétanque. Un jeu d'adresse extérieure, mais tellement bien fait. Là. Je veux dire, j'ai été subjugué par le jeu. On allait là, 9h30 le soir, il n'y avait personne au parc, il faisait froid, c'était humide. On a vu un terrain de pétanque, on s'est installé là. On a joué pendant 3 heures, en fait. On a vraiment capoté. Euh, Vraiment une bonne expérience. En fait, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est un genre de jeu où tu as des quilles, effectivement, que tu places d'une certaine façon, un peu à la façon des boules de billard. Et les joueurs sont à peu près à 3 mètres des quilles initialement. Et ça, c'est la zone où ils doivent lancer un espèce de bâton de bois, en fait. Donc, et puis la première chose qu'il a dit quand il a vu ça, il a dit « Ah ouais, c'est un jeu préhistorique. » Et c'est fou parce que c'est vraiment simple. Bien entendu, le but, c'est de faire tomber les quilles, mais la twist par rapport à ça, c'est qu'il y a des chiffres sur chaque quille, donc des chiffres de 1 à 12. Et bien important, le but, c'est de se rendre à 50. Mais si on fait Oui, tomber une seule quille, on fait le nombre de points qui est écrit sur la quille. Donc, disons qu'il est écrit 12, on fait 12 points. S'il est écrit 2, on fait 2 points. Sauf qu'à partir du moment où on fait tomber plus qu'une quille, on oublie les numéros et on fait juste compter le nombre de quilles qui sont tombées. Fait que si tu fais tomber 3 quilles, même si c'est la 12, la 7, la 1, tu fais juste 3 points. Et c'est ça, le but, c'est d'arriver à 50, sauf que si tu dépasses 50, tu retombes à 25. ouais, c'est 50 piles. Donc, il faut calculer bien ses affaires avant de juste tout démolir. Là. Donc, à la fin, quand tu es proche du 50, tu essaies de viser soit une quille ou soit exactement le nombre que ça te prend, pas une de plus. C'est ça, Ça fait mal. Hein. exactement. Ça fait mal quand tu retournes à 25. Là. Oui, c'est douloureux et c'est de là que vient un peu la stratégie et surtout comment les quilles se déploient. C'est que, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le fond, au début, toutes les quilles sont dans un petit paquet, mais après ça, à chaque lancer, on replace les quilles où elles sont. Ouais, où elles sont tombées. Fait que plus ça va, plus les quilles se distancent l'une de l'autre. Ah ouais, à la fin, on en avait une, elle était rendue peut-être à 8 mètres plus loin, tu sais, pour la lancer, il fallait la lancer à bout de bras. Ben, c'est un jeu d'été qui commence à être de plus en plus populaire. Puis il remplace un petit peu OK. la pétanque. Ouais. Euh, qui remplace un petit peu la pétanque. On dirait que la pétanque, moi j'aime ça. C'est un bon jeu là, pour vrai. Oui, C'est pas oui, facile, c'est excellent. mais on dirait qu'il souffre d'un genre de préjugé, que c'est un jeu pour vieux, pour français, je sais pas trop. Euh, Préjugés défavorables par rapport à ça. Tu sais, le Molki, on dirait, vu que c'est nouveau, ben là, les jeunes Ah, vont c'est à être tout le attirés. monde. C'est à tout C'est le ça, monde. c'est à tout le monde, les jeunes vont être attirés vers ça. C'est quand même quelque chose qu'on a pu voir beaucoup. Là. Si vous te promenez dans les parcs, ça se peut que vous l'ayez vu. Du monde qui lance des bouts de bois sur d'autres bouts de bois, c'est de plus en plus populaire là, les dernières années. Ce jeu-là, ça fait une couple d'années que ça commence à être plus popularisé. Là. Ben, en fait, aussi, ça me fait penser, on est un peu dans les dates de ça, mais je sais pas trop s'il y a des gens qui vont écouter ça au bon moment. Mais le 24 septembre, il y a un tournoi de Molki qui est tenu par le Randolph Animation et la compagnie Sainte-Sauvage, qui sont
les producteurs, en fait, des jeux qu'on retrouve le plus au Québec. Donc, je pense que c'est pas mal les seuls en ce moment qui produisent ce genre de jeu-là au Ben, Québec. oui, c'est ça, exactement. Le Sainte Sauvage, dans le fond, c'est une version du Molki, mais qui est faite au Québec, avec du bois québécois, une compagnie familiale. Non, c'est ça, c'est cool. Donc, tournoi de Molki, 24 septembre, au Parc La Fontaine, au terrain de pétanque du Parc La Fontaine. S'il y a des gens qui veulent voir ça, il peut y avoir jusqu'à 90 équipes. Hein. Puis ça, c'est le genre de tournoi, j'imagine, tu te pointes là la journée même et tu peux t'inscrire. Là. Oui, ben, c'est toujours mieux de faire d'acheter déjà les billets là, à l'avance. Euh, il risque C'est d'avoir de clair. la place, il risque d'avoir de la place sur place là, directement, mais vaut mieux réserver les billets d'avance malgré tout. Oui, effectivement. Et là, je vois ça sur le site web, 10 pour le tournoi. Donc, bon, on fait un peu de promo pour ça, mais j'étais juste trop excité par le Molki et cet événement-là est arrivé dans le même moment que mon excitation sur le Molki. Je, ouais, ça tombe bien parce qu'en réalité, ça fait 3 ans, si je ne me trompe pas, que le Round of tient ce tournoi-là, pas Ah mal ouais, aux mêmes dates. Là, ah, donc, c'est cool. Mais ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Là. J'en ai tellement entendu parler, puis à chaque fois, j'étais comme, ah oui, ce serait cool de jouer, ce serait cool de jouer, il faudrait que je m'achète le jeu. ouais, c'est sûr que le jeu, D'ailleurs, obtenir une copie. c'est sûr que le jeu est dans les 60 $. Peut, des fois, semble un peu dispendieux, mais bon, je pense que c'est rentable au bout du compte, puis facile à sortir. Puis, Ah ouais, non, mais en euh, une soirée, on l'a presque rentabilisé. Tu sais, je voyais les. Et en plus, la qualité de. C'est tellement un, un jeu agréable à manipuler. Les belles ouais. quilles en bois, toutes bien polies. Tu sais, on tenait ça, tu lances ça. Il y a plein de façons de le lancer différentes. C'était. Non, je suis vraiment étonné. En fait, ça vaut vraiment la peine. J'ai hâte de pouvoir. En fait, je vais maximiser la fin de mon automne à me perfectionner au Molki. Bon, ben, tu vas te trouver une équipe, puis on va pouvoir te voir au tournoi, c'est ça que tu es en train de me dire? Ou peut-être. C'est à voir, c'est à voir. J'ai peur là, d'aller dans un tournoi puis tout. Oui, j'encourage les gens à y aller, mais je sais c'est quoi ça. Les gens, ils sont ultra compétitifs. Euh, ça reste très le fun à faire, comme je l'ai fait l'année passée. Ça reste Ouais. très le fun et pas. Ah, Oui, il y a du monde compétitif. t'as participé au tournoi l'année passée? Oui, ben oui. C'est cool, on dévie vraiment, mais c'est intéressant. Là, ça Ben, m'excite de voir ça. non, j'ai pas participé, j'ai fait partie de l'organisation, en fait. Ah oui, ok, ben, c'est bon ça. Fait que tu Ouais, l'as. mais oui, en effet, je fais partie de l'organisation de ce tournoi-là. En fait, je vais être présent pour gérer les tournois et les équipes et les finales, tout ça. Ah, c'est cool ça. Ça a l'air d'un bel event. Il y avait combien d'équipes à peu près l'année passée? Ben, l'année passée, on était plus dans les 15 équipes environ. Là. On peut en accueillir beaucoup, mais c'est ça. C'est à peu près ça à mon avis, qu'on peut s'attendre cette année, peut-être un petit peu plus. Là, vu qu'il y a eu un petit peu plus de promos et on s'est pris d'avance pour l'annoncer aussi d'ailleurs. Donc c'est ça, ben, c'est pas mal ça. Alors moi je vais, écoute, on a déjà en parlé beaucoup, je vais essayer d'y aller vite vite avec un petit jeu à deux que j'ai joué moi cette semaine, parce que cette Oui. semaine on parle des jeux à deux. Donc je sais que ça marchait. Donc j'ai essayé le Caverna Cave versus Cave, donc la version à deux joueurs de Caverna. On sait que Oh, je savais même pas que ça existait cette version. ouais, tout récent, tout frais sorti. Rosenberg, l'Agricola de Caverna, le Havre, de Patch, quand même de beaucoup de gros jeux, entre autres, mais il a tendance à faire des versions à deux joueurs de ses plus gros jeux. C'était le cas avec Agricola qui a vu une version à deux joueurs, le Havre aussi, et maintenant Caverna qui a sorti sa version deux joueurs. Donc j'ai pu l'essayer. À la base, je dirais que je n'étais pas nécessairement un gros fan de Caverna. Je trouve que c'est le genre de jeu qui a beaucoup. Ben, tu sais, ces jeux sont gros. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de tuiles, beaucoup de types d'actions possibles. C'est, j'aime j'ai quand même aimé ça, mon expérience de Caverna, mais je ne suis pas un gros fan. Alors, je me suis dit, bon, Cave vs. Cave, peut-être, ça va être plus rapide, ça va être plus efficace si on veut. En gros, le jeu,
pas un placement d'ouvriers parce qu'on ne place pas des ouvriers, mais en réalité, à chaque tour, il y a un certain nombre de tuiles d'action. On commence la partie, il y a 5 tuiles d'action possibles. À ton tour, tu en prends une et tu fais l'action. L'autre joueur en prend une autre. On fait ça 2 fois. Et on recommence une nouvelle ronde. Quand on commence une nouvelle ronde, on retourne une nouvelle tuile d'action. Alors, on les a placées un peu dans l'ordre, là, les tuiles d'action, pas dans l'ordre, mais de façon aléatoire. Donc, à chaque tour, on a une nouvelle action disponible. Encore une fois, on va recommencer 2 actions chaque. Puis plus on avance dans la partie, plus on va faire d'actions. Donc, à un certain point, ça va être 3 actions chaque. En gros, on va construire une cave. On va creuser la cave dans le but d'aller mettre des bâtiments, des, un peu des chambres qui vont nous produire des ressources. En fait, ça va être beaucoup un jeu là, où on va produire des ressources dans le but de les utiliser pour la transformer en points de victoire. C'est un jeu de points de victoire. Il y a comme 6 types de ressources dans le jeu. Et une des ressources, c'est le gold. À la fin de la partie, on va additionner les points de toutes nos tuiles, qu'on a réussi à placer dans notre caverne, nous rapportent des points. Donc, on va additionner les points de nos tuiles et on va additionner ça au nombre de gold qu'on a réussi à récupérer dans la partie. Alors, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. En fait, c'est probablement juste ça. On fait beaucoup, dans le sens que c'est beaucoup. Il y a 6 types de. On a une track avec 1 à 10, 0 à 10 plutôt en type de ressources. Puis c'est beaucoup. OK, on paye 2 de ça pour avoir un de ça. On paye un de chaque de 3 ressources différentes pour faire telle action. Donc, vraiment, c'est quand on parle de cube pusher, si on veut, là, c'est vraiment ça que tu fais dans la partie. Honnêtement, j'ai pas été si impressionné que ça. Je trouvais aussi que le premier tour, il y a comme un truc un peu bizarre où il y a juste une personne. Au premier tour, il y a juste un des 2 joueurs qui va pouvoir faire l'action de construire une nouvelle tuile. Ce qui semble un peu débalancé déjà à la base. On dirait que construire une tuile, c'est ce que tu veux faire assez rapidement. Et qu'au premier tour, il y a juste un joueur qui puisse le faire. On dirait que c'est quelque chose qui est bizarre avec ça. Et ben, c'est quand même agréable pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de ressources, ceux qui sont vraiment des gros fans des jeux de Uwe Rosenberg. Je pense qu'ils vont trouver leur compte dans ça. C'est un petit jeu, c'est 20 minutes, 30 minutes, donc c'est très long à jouer. C'est assez efficace comme jeu. C'est très clean, là, ça, j'ai rien à dire. Mécanique, c'est efficace. L'ergonomie du jeu est claire. Au début, on voit beaucoup de symboles. C'est un peu chaotique, mais les symboles clarifient vraiment rapidement. Donc, quand même intéressant. C'était ma critique de Cave versus Cave Caverne. En fait, ça, c'est peut-être l'apparition là, vraiment d'un nouveau segment, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? La critique du chef, genre, ça pourrait s'appeler de même. Peut-être, je sais pas. Ouais, C'est sûr non, non, que. j'ai bien écouté ça, en fait. La seule chose que je pourrais te demander, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en parler mais si tu avais à le comparer avec Inland Port, le Havre 2 joueurs et All Creature Big and Small d'Agricola. Ouais, c'est ça, les 2 autres jeux à 2 joueurs. Ben, Agricola, ça fait trop longtemps que j'ai joué. Je ne vais plus trop le comparer. Le Havre, je l'ai joué beaucoup, je l'ai chez nous, en fait. Excellent jeu. C'est sûr que je suis plus habitué au Havre. Le Havre, c'est aussi un cube pusher, c'est beaucoup. C'est des jeux de ressources, hein, donc tu payes telle ressource pour avoir telle action. Donc ça se ressemble beaucoup. Ce que j'aime de Le Havre en réalité, c'est il s'est inspiré oui, de Le Havre, mais aussi d'un autre de ces jeux qui s'appelle Aura Elabora. Euh, donc, ils ont pris une roulette d'action de la mécanique de Aura Elabora. Ils l'ont rajouté dans le jeu de Le Havre 2 joueurs. Euh, je te dirais probablement que je vais continuer à jouer à Le Havre. Caverna m'a pas assez convaincu là, pour que je fasse le switch. Plus probablement de possibilités de liberté. On dirait que je me sens peut-être un petit peu moins pris avec ce qui reste comme possibilité à Le Havre, donc un petit peu plus ouvert, un petit peu plus de possibilités à mon avis. De ce que j'ai vu, j'ai juste fait une partie aussi de Cave vs Cave. J'ai pas aussi approfondi le jeu autant que j'ai pu approfondir Le Havre. Hey, une partie, c'est assez pour la critique du chef. Ben, c'est pour une petite critique, mais là, un jeu où j'en ai fait 20 et plus, là, donc, Ouais, sauf que ben, la première, c'est ça qui t'a donné le goût d'en faire 15 ou 20. oui, exact. Puis, bon, de l'acheter aussi, d'ailleurs.
Oh, oui, ça c'est un bon point. Bon, je sais pas si on l'a dit, mais on s'entend, c'est l'épisode des jeux à deux. On a pratiquement que parlé de ça depuis le début déjà, même dans les petits segments d'actualité. Ouais, mais Molki, c'est pas juste un jeu à deux, hein, malgré Non, tout. non, c'est un jeu en équipe. C'est Tu peux vraiment un jeu jouer de, à c'est vraiment un jeu d'équipe, là. Un peu comme c'est comme la pétanque, hein. Fait que, deux personnes dans oui, tu chaque peux jouer équipe d'un. habituellement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ça me semble être, c'est pas mal comme ça que je l'ai joué aussi, Tu peux jouer à mais au plus, niveau, c'est j'imagine, assez mais ouvert, là, juste tu prends moins d'action, là. Donc, OK. Si tu ouais. veux qu'on en avec peut-être un peu l'introduction que pour les jeux à deux, segment historique des jeux à deux. Ouais, ben dans le fond, historique, tu sais, tu vas faire l'historique des jeux à deux. Les jeux à deux existent depuis longtemps. Quand tu penses aux échecs, aux dames, au go, euh, des Et même jeux. des jeux bien plus anciens. Oui, en fait, le premier jeu, c'était un jeu à deux. Les premiers jeux découverts, je pense que le Senet, c'était un jeu à deux. Euh, Le jeu, sexe, hein, on s'entend, ça c'est vraiment le premier jeu à deux. ouais, exact. Donc, c'est sûr que des jeux à deux, ben, ça existe depuis longtemps. On en fait encore beaucoup, énormément. Des fois, on a tendance à croire que les jeux à deux, il n'y en a plus ou ils en font moins, mais non, il y en a énormément qui sortent à chaque année aussi. C'est pas un mode, c'est pas un type de jeu qui est en extinction, au contraire. On a vu l'apparition de beaucoup de types de jeux là, à deux joueurs très diversifiés dans les dernières années. Quand on parle des jeux à deux, donc, comme je disais, les échecs, les dames, le go, ben déjà, à la base, on a en tête des jeux de stratégie abstraite. Donc, des jeux avec peu de thématiques, aussi peu de règles, mais généralement qui fournissent beaucoup de stratégie, de la grosse stratégie. Là. On parle des échecs, du go. C'est des jeux qu'on peut passer une vie à étudier et à maîtriser d'ailleurs. Ouais, des jeux surtout souvent aussi qui n'ont pas nécessairement de hasard à l'intérieur. Donc vraiment un niveau de hasard égal à Oui, zéro pratiquement. ouais, jeux de stratégie abstraite, c'est ça aussi, exactement. Pas aucun hasard dans les jeux, vraiment. Euh, beaucoup de possibilités stratégiques, là, par contre. Donc, Tous des il y jeux en a. maintenant, excuse-moi, je voulais juste dire tous des Ouais, jeux maintenant que la machine bat l'humain de oui, façon oui, quasi systématique. oui, exact, parce que tout est mathématique et calculable d'une certaine façon. Donc, oui, il y a encore beaucoup de ces jeux-là, mais si je pense à d'autres jeux marquants à deux, on peut se rappeler de Stratego, 1944 Stratego. Donc, ça Oh, date pas, je pense que. Stratego! Oui, exact. Et ça reste un bon jeu, Stratego. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, ont joué étant plus jeune probablement. Donc, c'est quand même un jeu marquant avec un peu d'aspect de bluff, déduction en plus. C'est Toi, tu joué original, là, beaucoup, hein, à surtout Stratego. je pense que tu as joué plus que moi, en fait. Ben, De ce j'ai que je joué me beaucoup, rappelle, mais là, mais on y jouait beaucoup quand on était plus jeune, mais je me rappelle pas avoir eu beaucoup de victoires contre toi, là. Assez marquant, Stratego, donc jeu à deux. Sinon, j'en ai un autre là, que je pense qu'on va tous se rappeler, Mastermind, ouh, 1971. Mastermind! Donc, c'est vu réédité à plusieurs reprises au courant des dernières décennies. Ouais, il y a plein de Je- formes, le Super Mastermind, Mastermind à 4, ouais, Mastermind Innovation, il y en a de tous les le types. mini Mastermind. Donc, il y a un peu de tout. Avec ça, un jeu de déduction où un joueur va placer des boules secrètement en ligne de couleurs et dans le fond, l'autre joueur va essayer de trouver la combinaison de boules de Yes! quelle couleur. C'est Mastermind. Ouais, c'est ça. Donc, gros jeu de déduction. Ensuite, Blood Bowl, 1986 quand même, hein? Je sais pas si tu as eu la chance d'essayer ce gros jeu de football avec des orques, des elfes et la version originale. J'ai jamais eu la chance, et en fait, excuse-moi, je pense que le nom il a coupé, mais on parle bien de Blood Bowl ici. Blood Bowl, oui, première édition en 1986. Exactement. J'ai jamais même vu en vrai une copie. Tu sais, j'ai vu des photos. Je sais qu'il y a des gens qui jouent dans la ville et qui se font des tournois et tout ça, mais j'ai jamais eu la chance de voir le jeu en tant que tel. Mais c'est un C'est gros jeu de miniature, ça, on un s'entend, gros jeu de là. miniature, oui, exactement. C'est un gros jeu de miniature, c'est un jeu de rugby où
tout est légal pratiquement et c'est un jeu de rugby fantastique parce que, comme je dis, ton équipe, ça va être des orques ou des elfes ou bon, des créatures un peu mythique comme ça. Donc, gros jeu, c'est quand même pas un jeu facile. C'est un jeu de gamer. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de OK, quand je me déplace comme ça, je peux pas me déplacer parce que lui est à côté de moi. Donc, plein de petites exceptions à Des regarder. tapes à mesurer. Y a-tu des tapes à mesurer? Il n'y a pas de tape à mesurer, c'est vraiment des cases. Donc, c'est Ah, il y a des cases, ok. pas. Ok. Oui, Ok, c'est ça. c'est C'est un vraiment un niveau. plateau avec des cases de déplacement. En fait, le jeu est probablement plus connu maintenant sous la forme jeu vidéo parce qu'ils l'ont fait en jeu vidéo. Et probablement que c'est plus le fun d'y jouer comme ça parce que tu as tout ce T'arrives calcul à calculer, automatiquement. ouais. Oui, tu peux voir plus facilement c'est quoi tes options par rapport aux règles. Donc, oui, je pense que c'est plus agréable d'y jouer maintenant. Moi, j'ai jamais joué en vrai, j'ai joué sur ordinateur, justement. Euh, J'étais content de jouer sur ordinateur. Il y a beaucoup de trucs à gérer. Là. Donc, c'est beaucoup plus accessible sur ordinateur de nos jours. Sinon, gros jeu marquant. Ben, en fait, Euh, juste peut-être pour faire une mini parenthèse là-dessus, tu sais, tu mentionnes Blood Bowl, mais je pense que le genre des miniatures en entier est vraiment important à considérer, là. oui, ben oui, Ce absolument. qui est des jeux à deux, là, tu sais, Blood Bowl, c'est emblématique, mais il y en a tellement des jeux à deux sous cette forme-là, en fait, donc de miniatures, là. Oui, exact. Je revenais un peu, je voulais juste parler d'un petit dernier, les cartes Magic. Ah ouais, ben ça, tu touches à un autre pan complet, là, Oui, d'une shot, là, bam! complètement. Oh, ouais, exact. Mais là, il faut que je me dépêche, là, le segment est fini. Donc, Le segment est fini le déjà. segment est fini déjà. Les cartes Magic, jeu à deux, gros jeu, en fait, les cartes Magic, c'est 1993, ça existe encore de nos jours, encore énormément de monde joue à ça, encore énormément de cartes qui valent euh, beaucoup d'argent. Euh, Et on me disait que, justement, récemment, on me disait que les cartes prennent 8 à 10 de leur valeur chaque année. Donc, OK, c'est Ouh. un investissement, c'est un investissement stable là, pour les prochaines années à venir. Donc, Cesser d'investir dans l'immobilier ouais, et la exact. bourse. Les cartes Magic, c'est le futur taux de croissance stable. Donc, Où est votre carte portefeuille Magic, d'actifs? on voit la porte là, au niveau au jeu de cartes, donc de collectibles qu'on appelle les jeux où on va acheter les cartes, qu'on va construire notre paquet de cartes en début de partie, où on va aller affronter un adversaire, essayer de tuer l'adversaire avant qu'il nous tue et nous tue nos créatures. Hey, c'est sûr que dans les jeux à deux, je peux pas mentionner les wargames. Quand je faisais mes recherches, là, Tu peux pas tout les ce qui est. mentionner? Je pouvais pas mentionner les wargames. Ah, ne pas les mentionner, oui, Même absolument, en si fait. je suis nullement un spécialiste et je ne connais pas Ouais. grand-chose au Wargame, dans mes recherches, je ne pouvais pas ignorer la quantité de Wargames qui sont sortis depuis les années 70, même les années C'est 60. constant, hein, c'est Et c'est constant, là. constant et c'est régulier. Il y en a toutes les années, il y en a beaucoup et c'est des jeux principalement à deux. Donc, on s'éloigne un petit peu peut-être du jeu le plus classique, de jeu de plateau, mais malgré tout, les wargames ont tellement eu une influence, une importance au courant des années 70, 80 et 90 que je pouvais pas ne pas au moins m'en mentionner sans que je puisse. Par contre, je ne peux pas mentionner aucun jeu vraiment clé ou fort dans cette lignée-là, mais là, quand je parle de wargame, je ne parle pas de risque là, non plus. Là. Je parle de wargame très historique basé sur des événements historiques, des confrontations historiques qui sont passées dans l'histoire. Donc, les jeux, c'est sûr qu'ils ont des systèmes de jeux relativement similaires. Ça va être vraiment un peu l'emballage, si on veut, la thématique et dans quelle situation on se positionne, dans quelle bataille on se positionne qui va faire vraiment la différence d'un jeu à l'autre. Donc, les wargames, grosse influence pour les jeux à deux joueurs. Ouais, et peut-être juste une mini parenthèse sur les Wargames, ça m'a fait penser dans le fond à un groupe de joueurs de Montréal qui s'appelle Stack Academy. Ils se rassemblent assez souvent, puis ça découlait des Wargames, leur groupe, c'était vraiment ça au début, mais avec les années, c'est aussi un groupe qui a évolué. Donc, tu sais, je vois un peu
la mouvance entre les wargames et les jeux plus traditionnels de table, c'est en train de se rapprocher. Il y a de l'influence de part et d'autre, je pense, pour ces deux grands pans du jeu. Oui, exactement. Et comme on peut voir, les wargames, c'est actif depuis longtemps. Les jeux de société, ça commence à être, tu sais, sortir un petit peu des sentiers battus puis Ouais. de prendre de l'importance, mais les jeux de société ont commencé à vraiment prendre une importance plus au milieu des années 90 et surtout au début des années 2000. C'est là que le jeu de société a vraiment pris son envol et a commencé à être un petit peu plus popularisé, à avoir plein de titres différents à sortir. Les jeux, les wargames, en réalité, c'est comme ça depuis longtemps. C'est juste qu'on en Ouais, entend c'est un des petit peu moins communautés parler. établies, en fait. Là. Exactement, c'est juste qu'on en entend un petit peu moins parler parce que c'est des jeux. euh, ben, faut être dedans là, pour jouer à ça. Ça reste que c'est des Ouais, jeux. ouais, c'est des jeux qui peuvent être assez complexes en termes de règles et de densité. Là. Et de temps à jouer aussi, c'est des jeux qui sont assez Ah oui, longs. ouais. Donc, tout ça fait en Mais je sorte pense que que le c'est le wargame but, hein, tout ça. est toujours un petit peu resté dans l'ombre. Le wargame va attirer une certaine population constamment, mais il ne va jamais là, exploser et toucher le grand public parce que c'est pas des jeux grand public. T'sais. Des jeux pour initier, si on veut, et pour les historiens qui adorent l'histoire. C'est fait pour eux. Alors, il y a oui, il y a ce rapprochement qui se fait un petit peu plus entre les deux mondes et je pense qu'ils se sont beaucoup aussi influencés au cours des dernières années. Nous sommes de retour après un petit problème technique, mais c'est bon, on améliore, on apprend des choses chaque fois, on est habitué de faire de la tech, n'est-ce pas, JF? Ouais, passer des fils. Ouais, c'est ça, exact. Fait que je te laisse reprendre où on était pas mal rendu. Ben, on était rendu pas mal à mention honorable, donc les jeux qui n'ont pas fait notre top 5, mais qu'on voulait quand même parler un peu, qu'on voulait mentionner. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer ça, Simon? Ouais, il y en a énormément, en fait. Je me retrouve un peu face au même dilemme que la semaine dernière à propos des jeux coopératifs. Il y en a beaucoup trop. On n'aura vraiment pas le temps de parler de tous ces jeux. Euh, donc, je suis un peu hésitant à savoir, mais j'irai rapidement comme ça avec Codename Duet. Oh, le nouveau. Le nouveau. Exact. En fait, j'ai même pas joué. La seule chose que j'ai vu de ça, c'est que jeudi dernier, j'ai regardé le live de Etu Game Ouais. et ils ont joué à ça. En fait, ils étaient deux, ils ont joué à ça. Et ça a l'air excellent, en fait. Là. Moi, je suis un fan de Codename, mais Codename Duet, là, à deux, coop, tout est là pratiquement pour en faire un jeu un peu compétitif. Ouais, ben, compétitif. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, C'est un mais peu. en fait, désolé, je m'exprime sur des choses qu'on a parlé dans les épisodes précédents, mais tu sais, quand tu parlais des tournois de pandémie, et là, tu Ah, ouais, ouais, ouais. disais un des premiers jeux coop que tu vois en tournoi. Ouais, Ben là, je me dis, tu sais, Codename Duet, ça a un potentiel de ce genre-là aussi. Là. ouais peut-être. En effet, pourrait être intéressant. Mais en fait, ce que je me rends compte qui est important pour moi dans les jeux à deux, c'est que le niveau de compétition, il soit vraiment bien relevé. Que tu sentes la tension entre les joueurs. Ouais, exactement. Et que tu sentes le niveau d'expertise un peu des joueurs. C'est sûr que j'ai joué aux échecs, j'ai joué au Go, et là, l'expertise, elle est à son maximum parce qu'il n'y a pas d'hasard, mais euh, dans les jeux à deux, c'est encore quelque chose qui est important pour moi, en fait, d'aller chercher ce côté-là, de pouvoir se développer dans un jeu. Ouais. Ben, quand même, je ne l'ai pas essayé, j'ai vu du monde jouer et je te dirais que ça a l'air parfait, là, ça a l'air excellent. Quand même, déjà un excellent jeu, là. Ils en profitent, puis ils ont sorti l'année passée Codename Images, donc au lieu d'être des mots. Parce que là, en gros, Codename, c'est un jeu où normalement, il y a deux équipes et chaque équipe va devoir faire deviner certains mots à ses coéquipiers. Et ça va être la première équipe qui va deviner tous ces mots qui va l'emporter. Mais dans Codename, donc, ils ont sorti une version où c'était pas des mots, mais des images qu'il fallait deviner. Et là, ils viennent de sortir la nouvelle version coop, qui est de retour aux mots, mais qui est maintenant
on va avoir plusieurs mots à faire deviner en commun. Donc, je sais pas si tu avais vu là, les grilles, justement. Ouais. Oui, 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 j'ai vu les grilles, sont vraiment différentes. En fait, on a comme 6 assassins de chaque côté. Oui, exactement. Neuf tuiles, dans le fond, qu'il faut trouver par équipe, dont 3 qui sont en commun à chaque joueur. Fait que ça devient vraiment très compliqué et un assassin peut être une carte que l'autre doit te faire trouver. Oui, Donc ça exactement. joue vraiment dans l'esprit parce que c'est pas nécessairement les assassins sont les mêmes des deux côtés, là, c'est Non, totalement exactement. différent. Et oui, il y en a 9 de chaque côté, mais il y a pas je pense que si je ne me trompe pas, c'est comme un total de 15 mots à trouver en équipe. Donc, il y a Ouais, quand même ok. quelques overlaps là, de mots. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y en a 3 qui sont en commun de chaque ou quelque chose comme ça. Donc, Ça ouais, a l'air ça assez va cool. vraiment intéressant, en effet. Euh, Peut-être un des jeux aussi à deux qui est quand même assez important de parler, je trouve, c'est Hive. Oui, Hive, bon classique de. Et ça, moi, je le considère comme un jeu de stratégie abstraite, là. Je sais pas ce que toi tu en penses. Oui, oui, je suis bien d'accord. En fait, un jeu où tu as des pièces noires et blanches qui ont chacun leur façon de jouer, t'as un objectif à faire, il n'y a aucun hasard. Euh, c'est un jeu vraiment stratégie abstraite, comme tu dis, et tu joues des fourmis, des insectes de tout genre qui se combattent, si on veut, sur le plateau. Ouais, alors qu'il n'y a pas vraiment de plateau, en fait. Ah, c'est ça. Ça, c'est une des particularités du jeu. Le jeu est fait de tuiles hexagonales, soit blanches, soit noires, avec le symbole de la pièce sur le dessus de la pièce. Donc, si c'est une fourmi, il y a une fourmi. Si c'est une araignée, il y a une araignée. Et en fait, elles sont hexagonales, mais en quel matériel? Elles sont bien lourdes, bien polies. Ouais. Oui, oui, Euh, c'est du beau matériel, là, du vraiment. beau matériel. Et comme tu dis, il n'y a pas de plateau. Donc, les joueurs vraiment vont placer ça au centre de la table et le plateau, la grille va se dessiner au fil des placements des joueurs. Ouais, exactement. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je crois que le but, en fait, c'est d'attraper l'abeille de l'autre joueur. Oui, d'entourer l'abeille La de l'autre reine, en joueur fait. de La pièces. reine, ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Et, très, très bon jeu. C'est vieux quand même. C'est 2001. Donc, ça a Ouais, de l'ancienneté. Il y a toutes les versions. La version Pocket, la version remasterisée. Il y a plein d'extensions aussi pour le jeu. ouais. Et ben, ce qui est intéressant, c'est justement, comme tu dis, il n'y a pas de plateau, mais aussi, Ça vient dans un sac. Ah oui, ouais, c'est ça, excuse. ça vient dans un sac. Mais ça, chaque pièce se déplace différemment, un peu comme aux échecs. Donc, tu vas avoir le Oui, sauterelle qui c'est va vrai. sauter, tu vas avoir la fourmi qui va pouvoir se déplacer n'importe où, sauf à l'intérieur. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais tu sais, ils ont tous des déplacements qui sont différents. Et ça te donne un genre de feeling échec, mais il n'y a pas de plateau. Le plateau va se bouger durant la partie selon comment tu déplaces et tu places les nouvelles pièces. C'est pas un jeu facile et c'est un jeu très agressif aussi. Je te dirais, il y a pas de. Dans ce jeu-là, tu peux pas vraiment te défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque exacte. C'est d'attaquer parce que l'autre, il va être obligé de réagir, puis pendant qu'il réagit, il t'attaque pas. Donc, c'est vraiment un jeu assez, assez compétitif, là, avec un très bon niveau d'ailleurs, et ça s'améliore de game en game. Ouais. Donc, ça rentre ça fait partie de tes critères pour un jeu à deux, je pense qu'il fit bien là-dedans. Là. Donc, peut-être un petit dernier. As-tu, je sais qu'il t'en a beaucoup que tu voudrais parler, moi aussi, mais il y en a Ah ouais, non, un mais petit dernier que tu veux parler. vas-y. Encore une fois, on n'a pas le choix. On doit caler un épisode 2 Des jeux à sur deux. des jeux à deux, un épisode bonus, dans le fond, où on fait juste passer à travers tous ces jeux-là. Ouais, fait que t'en as un dernier. On avait parlé de la Havre deux joueurs. Je sais pas si toi tu l'avais joué beaucoup, celui-là. Oui, oui, je l'ai joué beaucoup, le Havre de joueurs, pas énormément, là, je dois avoir joué peut-être une quinzaine de parties. J'ai bien aimé, mais je sais pas trop, pour une raison obscure, j'ai pas réussi à embarquer. C'est sûr que les jeux à deux, hein, la meilleure façon d'embarquer, c'est de jouer avec la ou quelques mêmes personnes, donc 2 ou 3 personnes qui vont commencer à jouer en même temps, puis qui vont dire, OK, c'est bon, on se lance, on joue à ça intense pendant 2, 3 mois. J'ai pas eu vraiment la chance d'avoir ça avec le Havre Inland Port 2 joueurs, mais j'ai trouvé ça quand même vraiment, vraiment original.
Ouais, ben, tu sais, comme moi, je l'ai, fait que j'ai souvent un de nos amis en commun, André Philippe, donc souvent, c'est notre petit jeu d'introduction avant un autre jeu où on est rendu Ah quand même ouais, assez cool. habitué, fait qu'on s'en a fait beaucoup ensemble, fait qu'on est rendu avec un bon niveau, là, justement, là, comme tu disais, les jeux à deux, c'est le fun de pouvoir comme un peu progresser là-dedans. Ben, aussi, c'est le fun de pouvoir progresser avec une autre personne qui a le même niveau. Là, ça fait les games plus serrés, puis plus. On s'en rappelle encore de certaines games. Là, donc, c'est sûr que je suis même plus sûr qu'il est encore achetable, là, dans le sens qu'il commence à dater là, un petit peu ce jeu-là. Euh, mais c'est ça. C'est mon petit jeu d'introduction avant des gros jeux à deux que je vais d'ailleurs vous parler dans mon top 5. Je pense qu'on peut enchaîner tout de suite vers ça. Déjà, on est rendu au top 5. Alors, top 5 de nos meilleurs jeux à deux. À ce jour, bien entendu, on n'a pas joué à tous les jeux et on a laissé de côté les jeux, qui se jouent à plus de deux joueurs. Donc, JF, sans plus attendre, le numéro 5. Ouais, alors mon numéro 5 c'est un petit jeu de cartes et de ressources qui s'appelle J-Pour. Dans J-Pour, les joueurs, on va être amené à accumuler des cartes de ressources. Il y a 6 types de ressources dans le jeu et on va devoir essayer d'accumuler des cartes dans nos mains dans le but de vendre des lots de ressources. Idéalement, plus on a de cartes de la même ressource, plus de points on va récupérer. Donc, c'est un petit jeu à deux joueurs. On parle d'une trentaine de minutes avec un aspect de gestion de ressources et gestion de main dans lequel dans ce jeu, tu ne pourras jamais avoir plus que 7 cartes en main. Et ça va être vraiment un peu ta gestion de main là, et à quel point tu vas profiter des cartes dans le marché, parce que dans le marché, il y a toujours 5 cartes face visible que tu vas pouvoir aller soit récupérer une ressource du marché, soit faire un troc, donc échanger des chameaux ou des ressources de ta main pour aller récupérer d'autres ressources du marché et échanger ces cartes-là, donc, ou vendre des ressources. Donc, ça, c'est les options que tu peux faire à ton tour. C'est une des 3 options que tu vas faire. Vraiment un beau petit jeu. Moi, j'ai joué beaucoup, surtout sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Board Game Arena qui propose plein de jeux de société en ligne, justement. J'ai joué beaucoup en ligne, c'est encore plus rapide, mais c'est un jeu aussi que j'apprécie jouer en personne. Vraiment, vraiment efficace comme jeu. Ceux qui aiment les jeux de gestion de ressources, souvent, c'est des jeux assez lourd, si on veut, au niveau des règles, au niveau de la longueur des parties. Lui se fait, comme je dis, en une vingtaine, trentaine de minutes, assez rapide et très, très, très serré. C'est encore un jeu où, justement, plus tu vas jouer, plus tu vas gagner en expérience et connaître les meilleures stratégies. Donc, plus c'est facile de gagner contre des nouveaux joueurs. Donc, c'est encore aussi un jeu que là, tu veux vraiment avoir une autre personne contre qui, de ton niveau, là, contre qui t'affronter là, pour ce jeu-là. Donc, Jay pour en 5e position pour moi. Cinquième position, pour moi, en fait, se retrouve sur la liste de JF un peu plus haut. Donc, on va voir ça plus tard. Numéro 4. Alors, mon numéro 4 ben, c'était ton numéro 5 et c'est le jeu Star Realm. Alors, Star Realms. Star Realm fait quand même un gros buzz qui est sorti il y a peut-être 3 ans. Là, on entend un peu moins parler Oui, déjà 2014. oui, 2014, ouais, c'est ça, exact. C'est un jeu qui a fait un gros buzz. En effet, le buzz est un petit peu fini sur le jeu, mais reste quand même un excellent jeu. Donc, de deck building, c'est un jeu dans lequel les joueurs commencent avec le même nombre de cartes, en fait, les mêmes cartes en main. Puis, durant la partie, on va aller acheter de nouvelles cartes. Donc, il va constituer notre paquet de cartes pour l'améliorer. En gros, on a des vaisseaux spatials. On va essayer de faire le plus de dommages sur la base ennemie. Et chaque joueur commence avec une base de 50 points de vie. Premier joueur qui détruit la base ennemie va remporter la partie. Alors, moi-même, n'étant pas un gros fan de deck building, j'avais beaucoup, beaucoup accroché sur celui-là. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, particulièrement. C'est Je sais fou pas si parce tu que c'est un deck building absolument standard, là. C'est Oui, exact. Il n'y a rien, puis c'est pas, il y a rien de très compliqué avec ce jeu-là, puis il n'est pas si original au niveau mécanique, mais pourtant il a réussi à introduire beaucoup de gens là, au deck building, là, je pense.
Ouais, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, moi aussi. J'ai joué beaucoup. En fait, on jouait sur l'application mobile avec Alain à job. Quand on revenait dans le métro, on avait le temps de se faire 2 games des fois entre Côte-Vertu et Saint-Henri, métro Saint-Henri. Et c'était ça qui était cool. C'était fast-paced, c'était rapide, c'était dynamique. Toutes les parties sont un peu différentes. Tu peux vraiment euh, spécifier ton deck. Ouais, ouais. Et puis beaucoup de rejouabilité, hein, malgré que c'est tout le temps un peu les mêmes cartes qu'on voit. Tellement d'options, tellement de possibilités stratégiques aussi dans le jeu-là. Oui, exact. Beaucoup Beaucoup de de combos intéressants. combos, C'est hein. ça, très simple, mais très, très accessible. Le jeu s'explique en 5 minutes, mais après 15 games, tu es encore en train de penser à des stratégies qui peuvent être cool, puis tout ça. Ouais, je suis bien d'accord. Star reste. Ben là, je sais ils ont sorti. Star Realms, c'est un jeu à deux de base. Tu peux acheter un deuxième jeu et pouvoir y jouer à quatre. Je sais qu'ils ont sorti des extensions qui rajoutaient bon, un mode coop, d'autres nouvelles cartes, donc beaucoup de nouveaux matériel pour le jeu. Et ils ont sorti, je pense, un an après, le Star Realm Colonize, si je ne me trompe pas. Oh, ça, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça passer? Ben, c'est un peu un genre de reboot. C'est pas mal, c'est le même jeu mécaniquement, mais de ce que j'en ai compris, ils ont beaucoup boosté là, les cartes, là. Les cartes sont plus puissantes, ils ont plus de trade, ils ont plus d'attaque, puis donc c'est un petit peu plus violent. Les deux paquets se mélangent, mais on m'a dit que ça se mélangeait pas si bien que ça à cause de la différence vraiment de puissance là, entre les deux types de jeux. Oh, il y a des cartes qui sont peut-être un peu trop faibles ou quelque chose comme ça. T'es mieux de jouer Ben, avec ça. Euh, Dans Colonize, les cartes sont beaucoup plus fortes. Fait que quand tu les mélanges avec le paquet de base, le jeu de base Star Realm, ben, bon, les cartes de base, ça paraît sont un petit peu moins intéressantes, là. Donc, est-ce que toi, tu conseillerais plutôt d'aller, si mettons, j'ai pas Star Realm encore, est-ce que je devrais plus m'acheter juste le petit deck de base qui ont sorti au début ou me poigner la boîte Colonize complète? C'est une bonne question. En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi. Je sais pas si tu en as entendu parler du jeu Hero Realm. Hero Realm non plus? Non? Ah, oh, là, on dévie, mais c'est bon, Oui. on se prend une petite déviation pour Hero Realm. T'as l'air motivé par Ben, ça. j'en parlais parce que j'ai pas vraiment le choix. Il fait pas partie de mon top 5 parce que j'ai joué plus à Star Realm et c'est vraiment Star Realm qui m'a introduit à plus ce genre de jeu-là au deck building. Hero Realm m'a pas. Ah, Star Realm, Hero Realm, ok, je viens de comprendre, j'avais pas catché, c'est la même série, là, c'est genre le Ben, même c'est jeu, ça. mais dans une autre thématique. Exactement. Hero Realm, c'est la même compagnie. Ils reprennent Ouh, encore une fois le même jeu. Là, ils ont changé la thématique complètement. C'est une thématique plus médiévale 2016. fantastique. Oui, exactement. C'est tout récent. Et dans Hero Realm, ben, le jeu vient déjà à la base à 4 joueurs. Tu peux jouer parfaitement à deux, comme à trois, Hmm. comme à quatre. Et même que les extensions, c'est des decks personnalisés. Donc, normalement, dans un deck building, tout le monde commence avec les mêmes 10 cartes de départ. Ça, c'est assez classique. Mais là, dans Hero Realm, les extensions, c'est OK, ben toi, tu es tel type, donc tu commences avec ces 10 cartes-là. Toi, tu es tel autre type, tu commences avec ces 10 cartes-là. Donc, il y a déjà des variations là, dans le jeu de base. Donc, je vais en parler un peu parce que je pense que je conseillerais plus Non, c'est aux gens cool. de regarder D'acheter celle-là, Hero Realm mettons. parce que c'est mécaniquement la même chose. Les cartes sont similaires, les factions sont similaires. C'est juste que le C'est design juste est plus à différent. jour, hein. Plus à jour, il vient avec un 4 joueurs. Aussi, le truc qui marchait pas dans Star Realm, c'était le système de points, le système de De points de vie. cartes. Ah oui, ça c'était Ah, de points terrible. de vie. C'est absolument, absolument terrible. J'ai vu ça la première fois, j'étais comme, c'est Je quoi jouais ça? surtout sur l'application, je dois avouer. Ce problème-là, il était pas présent, fait que Ah oui, c'est... exact. Quand tu joues à Star Realm, en fait, tu joues pas avec les cartes, tu vas downloader l'application gratuite, puis tu gères ton point de vue avec une application, là. C'est absolument terrible. Au moins, dans Hero Realm, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire qu'il y a une carte avec les points de vie, puis tu prends une autre carte pour cacher, puis chaque fois que tu vas perdre des points de vie, ben, tu vas descendre la carte, puis ben, ça révèle des chiffres plus bas de points de vie. Ouais. Je sais Ah, pas ok, si c'est c'est plus clair, simple, mon là. expression, mais à mon avis, c'était ce qu'ils auraient dû faire dans Star Realm, là, déjà à la base. Donc, au moins, ils se sont repris dans Hero Realm. Bon, c'est sûr que là, c'est deux thématiques différentes. Si t'aimes plus l'espace, vas-y avec Star Realm. Si t'aimes plus le médiéval fantastique, ben vas-y plus avec Hero Realm, là. Je pense que ça, c'est ça mon vrai conseil, en fait.
Ouais, vu que ça se ressemble pas mal, là, Exact, l'avantage de Hero M, encore une fois, comme je dis, ben, 4 joueurs dans la boîte, c'est assez un petit peu plus malléable, si on veut. bon, c'est sûr que j'en parlerai pas trop, mais je considère quand même que c'est une aberration, les jeux de cartes comme ça qui se jouent à plus que deux. En tout cas, on aura plusieurs épisodes sûrement pour en parler. On parlera des jeux de cartes et tout ça, mais je peux pas accepter ça. Ouais, 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 ouais. Je comprends, je comprends. On va en reparler éventuellement. C'est bon, on va enchaîner sur le top 5. On a Star Realms, excellent jeu. Euh, procuré. Sûrement qu'il doit être dur à trouver en plus maintenant, 2014. Ah non, Bon, non, il est encore il est accessible. encore dans les boutiques, Ouais, ok. ouais, ouais. Magnifique. Euh, Mon numéro 4, en fait, se trouve sur la liste de GF un peu plus haut. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 c'était aussi ton numéro 4 et c'est le jeu Patchwork. Patchwork, Uwe Rosenberg. Yeah. Ça, c'est probablement mon jeu préféré de Yusei Rosenberg. Peut-être une aberration pour les gros fans de cet auteur, mais Patchwork, c'est un vrai chef-d'œuvre, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est parfait, non? Ah, c'est pas pour rien qu'il est les deux dans nos tops. C'est un jeu vraiment élégant, qui est en plus pas un jeu vraiment de ressources, là, comme on pourrait le voir sur les autres jeux habituellement Oui, de Uwe Rosenberg. absolument. C'est C'est un jeu de complètement un jeu Tetris. qui se passe sur le plateau. C'est un jeu de Tetris en plus, exactement. C'est un jeu de puzzle, mais vraiment bien fait, très élégant en fait. C'est un des mots vraiment qui me revient souvent là, quand je pense à ce jeu-là, mais un très bon jeu à deux et un jeu à deux qui est pas comme justement trop compétitif. Oui, ça peut vraiment l'être, mais c'est tellement simple que tu peux prendre ça une fois de temps en temps, faire une partie. Moi, je dis c'est le jeu de couple parfait. Ouais, ben, il faut dire qu'il y a plus ou moins d'interaction entre les deux joueurs. Donc, tu fais pas mal ton truc de ton bord. Oui, il y en a un petit peu. Oui, tu peux voir ce que l'autre a besoin, puis tu peux faire en sorte de ne pas lui donner ou de le bloquer les tuiles qu'il aurait besoin. Mais bon, ça reste que, comme tu dis, c'est pas le jeu là, où tu te sens vraiment compétitif, puis là, c'est pas comme Star Realm, justement, où c'est un jeu de confrontation, puis on s'attaque directement, là. Donc, Ah, faut que tu c'est un petit pètes peu plus l'autre direct. léger, hein. En après-midi, on est relax, on se fait une petite partie, c'est le fun, c'est un peu C'est comme un jeu faire un puzzle. d'après-midi. C'est 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 ça. vraiment ça que je pense aussi. Patchwork, jeu d'après-midi, en couple. Très Parce bon que choix. ce que j'aime beaucoup aussi de jeu, c'est que justement, ça va plaire aux gamers comme aux moins gamers. Le jeu est assez facile pour être assez accessible à tout le monde. Mais va quand même plaire à du monde qui préfère les plus gros jeux ou les jeux plus stratégiques. Comme il plaît à tout le monde. Fait que c'est comme un passe-partout, là. C'est extraordinaire. Tu sais, on parlait de Star Realm, même J-Port, pour moi, c'est pas des jeux aussi accessibles que Patchwork, puis qui va plaire autant à mettons, des joueurs plus débutants. Ah ouais, non, Patchwork, c'est parfaitement au bon endroit, là. Ça peut être assez stratégique, ça peut être assez tranquille. Un jeu presque contemplatif, là. C'est vraiment intéressant comme truc. Ouais. Alors, c'était mon numéro 3. Ok, mon numéro 3 et en fait, on va vraiment rester dans la thématique. J'ai malheureusement pas le nom en français, mais c'est Agricola All Creature Big and Small. Oui, comme on en avait parlé, la version 2 joueurs de Agricola. Exactement, Uwe Rosenberg aussi, en 2012. C'est vraiment la version d'Agricola, deux joueurs. J'ai jamais été un très grand fan d'Agricola. Pas tant que je respecte pas la qualité du jeu, mais plutôt que c'est jamais un jeu vraiment dans mon réseau qui a été joué, auquel j'ai vraiment joué activement. J'ai joué quelques parties, mais sans plus. Et Agricola, deux joueurs, en fait, j'ai dû jouer une soixantaine de parties. Et j'ai joué toutes les parties avec une personne, pratiquement. Donc, on a joué toujours les deux ensemble. Ça a été vraiment une confrontation, si on veut, mais une rivalité amicale qui nous permettait de grandir à travers le jeu. Euh, un jeu très complexe, euh, mais qui peut être résolu. Et c'est un peu ce qui fait que
je joue plus maintenant. Donc, je mets un jeu dans mon top 5 auquel je ne joue plus et je jouerai sûrement plus jamais. Euh, mais je pense que Qu'est-ce qui peut l'expérience dire en qu'il a vaut. été résolu? Ben, il y a vraiment des actions, des chaînes d'actions qui sont comme convenues de faire si tu veux remporter la partie. Un peu comme aux échecs, tu peux pas faire n'importe quoi. Là-dedans, t'es très limité dans le nombre de choses que tu peux faire à partir du moment où tu as joué une cinquantaine de parties. Dans le sens que si tu fais pas ça, à ce moment-là, tu es sûr de perdre. Et dans les premiers tours du jeu, c'est pratiquement les 10 premiers tours sont toujours pareils. Ouais, ok. Euh, Je, oui, bizarrement, j'avais peut-être un peu ce feeling-là avec Caverna, Cave versus Cave. ben toi, tu Mais as joué une game de ça. ouais, puis ça te prend pas 50 parties là, pour avoir ce feeling-là. Là. C'est un peu Ouais. cette impression-là que j'avais. Ok, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça la différence entre ce que je considère un jeu que tu veux mettre dans un top 5 et un jeu qui est comme peut-être qui va passer un peu inaperçu. C'est qu'avec Agricola, 2 joueurs, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'à partir de la 35e game, à peu près, on commençait à voir qu'il y avait des patterns. Et là, vers la 50e, on commençait à les avoir maîtrisés. Euh, Ouais. Sauf que ça, c'est énorme comme nombre de parties. Oui, Pour oui, un petit jeu à deux comme ça, jouer 50 parties dans ma tête, c'est le genre d'expérience que les gens devraient faire parce que c'est très intéressant, très bien fait, absolument cool à découvrir. Et je veux pas trop délirer, en fait, je veux garder ça très premier degré. Mais une chose avec les jeux vidéo, c'est que la plupart des jeux vidéo se terminent. Ils ont une fin. Mais dans les jeux de société, on retrouve pratiquement jamais ça. Sauf que je trouve que quand tu arrives à l'atteindre, c'est intéressant parce que c'est clos. Ça a été une belle histoire. ouais, et ça te permet de passer à autre chose et en essayer d'autres. En même temps, faire 50-60 parties d'un même jeu, il n'y a pas beaucoup de jeux qu'on peut dire qu'on a fait ça. Non, c'est ça, exactement. Moins d'une Ou en vrai, dizaine, là, probablement. en vrai, là. Donc, Euh, c'est sûr qu'à un certain point, les jeux, là, quand tous les jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux qu'après 50 parties, tu peux y jouer, puis tu te dis, ça va être encore nouveau, puis ça va être différent, puis ça va être, tu sais, comme à un moment donné, oui, c'est des jeux. Puis après 50 fois, tu as fait le tour un petit peu, là, j'imagine. oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, je le recommande à tout le monde. Top 3. Agricola, All Creature Big and Small. Yes. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 se trouve en ce moment numéro 9 sur le site Board Game Geek et c'est le jeu Seven Wonders Duel. Alors, la version à 2 joueurs du célèbre jeu Seven Wonders de l'auteur Antoine Boza. Alors, Seven Wonders Duel, c'est la version faite pour 2 joueurs parce qu'il y avait une version 2 joueurs, il y avait des règles pour 2 joueurs, mais l'auteur, je pense qu'il n'était pas satisfait de sa version, il voulait faire un jeu vraiment expressément fait pour 2 joueurs, donc il a créé Seven Wonders Duel et c'est, encore une fois, je vais le dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est c'est sorti, dès que c'est sorti, dès ma première partie, j'ai fait waouh, c'est exceptionnel. Seven Wonders, c'est un jeu de draft là, dans lequel on va recruter des cartes à tous les tours. Et ce genre de mécanique-là se transmet mal à 2 joueurs normalement. Euh, Ça va souvent passer par un troisième joueur fictif qui n'est pas là, qu'on va jouer ses cartes en main. Bon. Alors que dans Seven Wonders Duel, ils ont remplacé cette mécanique-là par une mécanique de comment dire, d'arbre technologique, si on veut, de embranchement, comment tu dirais, Simon? Ben, je dirais de placement en pyramide de cartes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le Qui terme que je sont cherchais. étalés en genre d'éventail pyramidal, donc les cartes se superposent et il y en a qui sont pas accessibles parce qu'ils sont temporairement cachés par d'autres cartes. Exactement. Et à chaque tour, tu vas être obligé de prendre une carte. Tu vas avoir plusieurs types d'actions possibles, mais peu importe l'action, tu vas prendre une carte de la pyramide. Et si tu prends une carte que ça libère une autre carte, ben là, maintenant, elle devient face visible et disponible à l'achat pour l'autre joueur. Donc, c'est beaucoup un jeu où si tu essaies de ne pas donner les bonnes cartes ou les cartes que l'autre joueur a besoin, tu essaies de ne pas lui donner ou lui donner des nouvelles cartes qui ne sont pas visibles en ce moment. Dans la pyramide, il y a un mélange de certaines cartes qui sont visibles, certaines autres cartes qui sont cachées. Donc, il y a un genre d'inconnu.
Donc, à chaque partie, même si c'est grosso modo pas mal les mêmes cartes qui vont être dans la pyramide, le positionnement, l'emplacement de chacune de ces cartes-là là, va changer un peu la dynamique du jeu et les stratégies en cours. C'est un jeu de points de victoire. On va accumuler des points de plusieurs façons possibles, un petit peu de façon classique là, dans ce genre de jeu. On a une genre de feuille à la fin de la partie. On va ramasser les points pour chaque élément. Donc, il y a des cartes qui donnent des points. Il y a comme beaucoup de choses là, qui peuvent vous donner des points. Il y a plusieurs types de cartes qui vont vous donner des ressources. C'est vraiment un jeu de gestion de ressources dans lequel on va essayer de se builder une ville et construire des merveilles dans le but de ramasser le plus de points. Et ce qui est magnifique aussi avec ce jeu-là, le Seven Wonders Duel, c'est qu'on a 4 merveilles par joueur. Alors que dans le Seven Wonders, c'était une merveille que chaque joueur construisait durant la partie. Là, on va avoir la possibilité d'en construire jusqu'à 4 merveilles différentes qui vont donner des effets là, très puissants dès qu'on va l'avoir construit. Moi, j'adore ce jeu. C'est du gamer. Tu veux, ça aussi, c'est un jeu que tu veux approfondir, que tu veux jouer beaucoup pour essayer de maîtriser, mais vraiment, vraiment excellent jeu. Numéro 9 sur BGG. Le jeu est sorti il y a peut-être 2 ans aussi. Donc, très forte recommandation de ma part. OK, alors oui, je ne peux qu'acquiescer à Seven Wonders Duel comme étant un très bon jeu gamer. J'avais peut-être l'anecdote à raconter au sujet de Seven Wonders Duel, qui est que ce jeu-là a été partiellement designé là, pendant un voyage en avion, si je ne me trompe pas. Là. Je sais pas si Ouais, tu te souviens. oui, entre Antoine Boza et Bruno Catala. Donc, quand Bruno Catala était venu à Montréal, il avait raconté que en revenant d'une convention, quelque chose comme ça, dans l'avion, Antoine Boza lui avait parlé qu'il voulait faire une version à 2 du jeu. Et là, ils ont commencé à le designer dans l'avion. Donc, c'est quand même des histoires assez cool de création. Puis on voit que ces gars-là, c'est vraiment des maîtres de leur art. Là. Oui, exactement. Deux maîtres du jeu de société en France, 2 auteurs assez prolifiques et qui ont sorti d'innombrables excellents jeux là, dans les dernières années. Je pense pas qu'ils ont terminé. Je pense qu'on va pouvoir s'attendre à avoir beaucoup d'autres excellents jeux de leur part là, dans les prochaines années. Absolument. Et en fait, ça l'enchaîne avec mon numéro 2, qui est un jeu français, mais pas des auteurs qu'on vient de parler là, en fait. Qui est le jeu Seasons, qui est fait par Régis Bonassé. Rapidement, un petit mot, c'est pas un auteur très connu, même s'il a fait des jeux assez connus, mais tout récemment, il vient de sortir Dice Forge. Ah, Donc, on aura ben oui. sûrement, qu'on a même déjà un petit peu parlé, je Oui, pense, ben oui, j'en avais parlé la semaine dans un passée ou il y a 2 semaines. donc, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Season, mon numéro 2, qui est un jeu de cartes. Bon, sur la boîte, ça se dit que ça se joue de 2 à 4 joueurs. Mais bon, vous me connaissez, je peux pas vraiment accepter ce mode de jeu-là. Dans ma tête, Season, c'est un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des magiciens. Dans une compétition de magie. Jeu très compétitif, mais où une des particularités de ce jeu-là, c'est que tu n'as pas de deck à proprement dit. En fait, au début de la partie, il y a un draft. Et ça, c'est les seules cartes pratiquement que tu vas avoir dans la partie. Oui, il y a des moyens d'aller en piger plus, mais tu les piges toujours dans la même pile que l'autre joueur. Donc, c'est un jeu où les 2 joueurs sont à égalité au départ, d'une certaine façon. C'est pas chacun se pointe avec son deck propre à lui. Je trouve que c'est une des particularités intéressantes de ce jeu de cartes-là. Je suis un fan de Season, en fait. C'est un jeu où la thématique est très bonne. Il y a 2 extensions officielles et une mini-extension pour ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue beaucoup en ligne, en fait, sur le site Board Game Arena. Énormément de joueurs de Season jouent sur le site. Toutes les extensions sont présentes. Malheureusement, je crois que c'est un jeu qui va peut-être arrêter de se développer. Peut-être que la base de fans n'est pas assez grosse. Mais quand même, il y a des gros fans de Season dans le monde qui sont très intéressants à rencontrer. D'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, il y a une extension non officielle, en fait, qui est le même nombre de cartes qu'on retrouve dans le jeu et dans toutes les extensions. Il y a une extension faite par les fans
qui a été approuvé par les designers, par le designer officiel de Season. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça crée un tout nouveau paquet de cartes à explorer. C'est ça. OK. Et ça C'est s'achète, ça se download, où Ça on se peut trouver print ça? and play, en fait. Ça se print and play, cette expansion-là. Je dirais, je crois, le champion canadien de Season lors de la dernière compétition de Season qui date sûrement d'il y a 2-3 ans parce que justement, la compagnie ne fait plus vraiment d'événements pour ce jeu-là. Mais le champion canadien de Season traîne avec lui une copie de cette version. Vous pouvez le trouver au Jab au printemps. Euh, Son nom, c'est Michel, en fait. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce gars-là, commencez pas à le stalker et tout. Là, au pire, faites juste nous écrire un email puis on va vous donner plus de détails. Mais j'ai eu la chance de jouer dessus au Jab. Justement, il était 2 heures du matin. On s'est fait une partie qu'avec ces cartes-là. Donc, toutes des cartes que je n'avais jamais vues. Et vraiment, le système de ce jeu-là est absolument bien fait. Tout est là. Il y a des jetons, il y a des dés, de la mana. C'est un jeu très immersif. Donc, je pense que j'ai assez vanté Season Ouais. avec le numéro 1. OK, alors mon numéro 1 se trouve présentement en position numéro 3 sur le site Board Game Geek et c'est le jeu Twilight Struggle. Qui a été d'ailleurs longtemps numéro 1. Je peux le mentionner, mais qui a Oui, été oui. récemment surpassé Dé- par Pandemic Legacy. Détrôné en vitesse par Oui, Pandémie Legacy. par Pandemic Legacy, exactement. Twilight Struggle est un jeu 2 joueurs qui a comme thématique la guerre froide. Alors, un joueur va incarner les États-Unis et l'autre l'URSS. Et ça va être un jeu très historique. Donc, c'est un jeu fait par la compagnie GMT. GMT sont assez reconnus pour faire des wargames. Donc, c'est un jeu à la limite du wargame, je dirais. Ça C'est un frôle le card. wargame. Ça frôle le wargame. Jeu 2 joueurs et on s'en généralement entre 3 et 4 heures la partie. Euh, Même pour des joueurs expérimentés. Donc, c'est du massif. C'est du massif. C'est C'est un pas jeu, pour les enfants. C'est pas pour les enfants. c'est un jeu très intéressant, justement, à cause de ce côté historique-là. C'est un card-driven game dans lequel, à ton tour, tu vas jouer une carte. Tu vas jouer la carte soit pour son événement, pour l'effet marqué dessus, ou pour ses action points. Donc, chaque carte a un numéro entre 1 et 4. Numéro action point, ben, dans le fond, va te permettre de rajouter de l'influence. C'est une map du monde, en fait. C'est la map du monde. On va essayer de gagner de l'influence dans le plus de pays, avoir le plus d'influence dans des régions spécifiques pour que quand les cartes de scoring sortent, ben, d'avoir la majorité dans une région va te procurer des points. C'est un jeu où le but, c'est de faire le plus de points, mais en fait, premier joueur, dès qu'un joueur atteint 20 points de victoire, il remporte la partie. Mais le système de points est fait comme un tir à la soupe, là, quand on tire un bout de ficelle puis qu'il y a 2 équipes. Dans le sens que quand Ouais, un si moi joueur je fait fais des un points. point, toi tu perds un point, là. Ouais, c'est ça exactement. Fait que si toi, tu as 3 points, moi j'en fais 2, ben là, toi, tu as 1 point. Fait que c'est c'est pas vraiment le premier qui fait 20 points parce que tu vas en perdre à cause que l'autre joueur en fait. En réalité, fait que c'est d'amener la track jusqu'à plus de 20 points que l'autre joueur. Donc, avoir un différentiel de 20 points supplémentaires. Ou, bien évidemment, il y a une fin naturelle là, après plusieurs tours. On va faire un dernier scoring à la fin du dernier tour et le joueur qui a le plus de points, en fait, entre les deux, qui va remporter la partie. C'est assez phénoménal comme jeu, comme je suis un peu un amateur de cette portion historique de la guerre froide, j'ai quand même lu et regardé plusieurs documentaires à ce sujet-là. Ben, c'est super le fun parce que les cartes, c'est des événements qui sont réellement passés, c'est des situations qui sont réellement passées. Il y a une genre de timeline de sorte que dans le jeu, il y a la early war, il y a la mid war, il y a la late war, il y a comme des, des moments dans cette guerre froide. Euh, donc des nouvelles cartes apparaissent dans chacun de ces moments-là pour un peu copier ce qui est arrivé historiquement. Donc, vraiment un vrai gros jeu de gamer, de geek, de confrontation. Ça reste un jeu, tu sais, la guerre froide.
c'était plus ou moins une guerre, donc c'est vraiment une guerre plus d'influence dans le monde, de l'influence du communisme et du capitalisme. C'est vraiment ça, et on le ressent extrêmement bien dans ce jeu-là. Donc, Twilight Struggle, c'est de loin mon numéro un dans les jeux à deux joueurs. Oui, en fait, j'ai joué très peu à Twilight Struggle, mais on en a souvent parlé ensemble, j'en ai souvent entendu parler, je vois la profondeur et la qualité de ce jeu-là. Ça me fait penser à mon numéro 6 en fait, sur ma liste que je n'ai pas mis, bien entendu. Je l'ai changé juste avant qu'on commence le numéro 5, qui était 1960, The Making of the President, Oui, oui. qui est Un dans le système fond, relativement similaire, hein. ben, moi je dirais que c'est un genre d'enfant simplifié de Twilight Struggle. C'est le même designer d'ailleurs. C'est les mêmes mécaniques, mais plus simple, un peu plus accessible, 1h20 une partie, peut-être seulement une phase, contrairement à Twilight Struggle où il y en a 3. Donc de là, peut-être, c'est sûr que c'est d'une moins grande profondeur, mais vraiment un bon style de jeu, en fait, très dynamique parce que tu joues tout le temps tes cartes qui sont en ta main. Il Ouais. se passe presque toujours quelque chose. À chaque tour, il se passe quelque chose et c'est un événement physique, réel. C'est écrit, tu as une découpure de journal, puis c'est écrit c'est quoi ton événement. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai deux parties, là, donc je connais un petit peu moins. Mais oui, ça me semblait relativement le même système, avec quelques petits twists là, assez originaux aussi là, dans ce jeu-là. Là. Il a fait, tu Ok. l'as coupé à la dernière seconde, là, c'est ça. Il me semble qu'il était dans ton top 5. Là. Oui, oui, c'est ça, exact. Juste avant qu'on commence le top 5, je l'ai coupé, en fait, là, j'étais comme, OK, c'est bon, non, c'est... Parce que ce jeu-là aussi, il est arrivé une chose, j'ai joué avec la même personne avec qui on a joué à Agricola, Ouais. All Created Big and Tu l'as Small. résolu, ce jeu-là aussi, non? Exactement, en fait, et on l'a résolu à une toute petite chose qui rendait le jeu un peu, je veux pas dire insipide, parce que c'est un autre jeu qu'on a abusé, on a dû jouer 35 parties peut-être, qui est quand même beaucoup pour un jeu de cette taille-là. Il était rendu un peu moins dense. On aurait dû peut-être se mettre à Twilight Struggle, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, si je peux me permettre une autre petite parenthèse aussi, qui est un jeu qui est sorti l'année passée qui s'appelle 13 Days, qui est une version très condensée de Twilight Struggle et en fait qui se concentre sur la crise des missiles à Cuba. Donc, c'est un peu. Ils prennent un peu les mécaniques de Twilight Struggle, mais le mettent dans un jeu de 45 minutes, vraiment basé sur bon, cet événement historique de la crise des missiles. Euh, mais avec un peu le même système de cartes, mais bon, avec des nouvelles mécaniques, mais 13 Days qui est aussi peut-être un petit peu plus accessible, là, puis qui va chercher Ouh. un peu cette thématique et ces mécaniques-là de Twilight Struggle. Là. Ça a l'air intéressant. T'as joué? Non? T'as eu la Oui, chance de jouer? oui, j'ai eu la chance de jouer malheureusement juste une fois. J'ai pas rejoué vraiment beaucoup depuis. Euh, donc, tu sais, ça reste que je risque plus de jouer à Twilight Struggle qu'à 13 Days parce que j'ai des amis qui y jouent, donc j'ai du monde avec qui je joue relativement régulièrement, disons, pour un jeu de cette ampleur, mais ouais, c'est ça. Comme je suis déjà très fan de Twilight Struggle, c'est pas le genre de jeu que je vais acheter ou que je vais avoir probablement, mais ça peut plaire là, à du monde qui cherche cette expérience-là, mais d'une façon un petit peu plus condensée. Là. OK, donc mon numéro un est classé 297e sur BGG. Euh, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ont écouté les autres épisodes avant, il n'y aura pas de surprise. C'est Il n'y a pas de surprise. Innovation. Il n'y a pas de surprise. Innovation, on pourrait même dire maintenant innovation de luxe, donc de luxe avec toutes les expansions. J'en ai parlé déjà, je crois, dans 2 épisodes précédemment, donc je ne veux pas trop m'éterniser sur innovation. Mais bon, c'est sûr que sur la boîte, c'est écrit de 2 à 4. Mais ça, je peux encore moins l'accepter pratiquement. Le seul mode que je peux accepter à plus de 2 joueurs, en fait, c'est le mode à 4 en équipe de 2. Et ça c'est intéressant, mais bon. C'est un mode vraiment intense. Il faut être très motivé. Si vous êtes plus que ça, jouez à d'autres choses. Mais à deux, jouez à ça.
une profondeur très grande. Encore là, un jeu de cartes. Je suis vraiment un fan des jeux de cartes, mais je me rends compte avec le temps, j'aime bien les jeux de cartes dans lesquels il n'y a pas nécessairement l'aspect justement de builder un deck. Donc les gens se présentent et le jeu, le jeu, il est autosuffisant, là. On s'entend si tu veux jouer à la plupart des jeux, même les living card games comme, mettons, Netrunner ou Summoner War ou Ashes, Rise of the Phoenix, même ces jeux-là qui sont vraiment des jeux en boîte, pour vraiment l'apprécier, il faut que tu montes ton deck. Alors que dans Innovation, tout comme dans Season, qui était mon numéro 2, il n'y a pas cet aspect-là. Et donc, à chaque fois, les gens se présentent et tout est accessible à tout le monde. Toutes les options sont là, sont devant toi. Tu peux jouer le deck que tu veux à chaque partie en fonction des options qui s'offrent à toi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant dans un jeu comme ça. Et Innovation le fait très bien en offrant vraiment plusieurs chemins différents pour atteindre la victoire. Avec les expansions maintenant plus que jamais. Donc, je vais sûrement continuer à vanter Innovation pendant plusieurs épisodes, mais pour ce qui est de mon top 1, dans notre top des jeux à 2, il n'y avait pas photo finish, comme on dit. C'était Innovation qui prenait la place. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon. Te dire que tu as choisi deux. Numéro 1, numéro 2, c'est des jeux qui se jouent de 2 à 4. Je sais que tu ne l'acceptes pas. Ça change rien du fait qu'en plus, on s'est dit, on parle des jeux à 2 qui se jouent à 2, pas des jeux 2 à 4, pas des jeux 2 à 4 qui sont bons à 2, des jeux qui se jouent à 2. Et là, numéro 1, numéro 2, tu enfreins cette loi-là. Comme tu m'as reproché certains de mes tops les dernières semaines, je vais en profiter pour le faire à mon tour. T'aurais pu te forcer et pas mettre ces deux jeux-là, non? J'étais persuadé que tu allais revenir là-dessus, mais en réalité, c'est que sur la boîte, c'est écrit ça, mais je ne recommande pas aux gens d'y jouer à plus que ce nombre-là. Vous allez gâcher l'expérience. Si vous êtes plus, jouez à autre chose. Il y a des meilleurs jeux à jouer. Si vous êtes 2, jouez à ça. C'est là que c'est le plus savoureux. Là. Bon, c'est correct. C'est correct. On va l'accepter de toute façon. Pour la dernière fois qu'on va voir Innovation sur tes listes, je pense. Exactement, exactement. Donc, on va le voir à chaque épisode. Ouais, mais... Je vais me revenir un peu. Je pense qu'on a comme dépassé un peu le temps. On va peut-être couper quelques bouts au montage, donc je ne peux pas vous dire exactement à combien de temps on est rendu dans l'épisode. Mais bon, je pense que c'était pas pire. Il nous restait encore énormément de choses à dire. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire, comme on a dit un peu plus tôt dans l'épisode, un épisode où on fait juste parler de jeux à 2 qui sont dans les listes qu'on a là, parce qu'il y a beaucoup de jeux très intéressants qu'on n'a même pas eu la chance d'aborder. Ouais, exact. Ouais, des gros morceaux, là, juste pour les nommer, là, disons, la série des Mr. Jack, le Mage War, aussi, le Lost City, certains jeux de stratégie abstraite aussi qu'on n'a pas mentionné comme Antama Santorini, Camisado, Rise, exactement. Moi, j'aurais voulu parler de jeux à la Stratego, dont Lord of the Ring, The Confrontation et Confusion. Mais ce sera pour un autre épisode. Ah ouais, c'est chiant. Là, on fait juste nommer des jeux de même. Bam, bam. Allez checker Même sur drop, BGG. Allez checker sur BGG si ça vous intéresse. On va faire un épisode là-dessus. Un avant-goût d'un épisode qu'on ne sait pas quand on va le faire. Un jour, ça va arriver. OK, donc est-ce qu'on est pas mal à la fin de l'épisode? Oui. Bon, ben, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la semaine. C'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois et de donner de l'information le plus pertinente possible et intéressante. On est encore en phase d'apprentissage. Vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique. Pour télécharger notre podcast, il y a plusieurs options. RZO, Balado Québec, iTunes ou même YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, commentaires ou des choses dont vous aimeriez qu'on parle. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. C'est encore le début, puis le fait que ça va y avoir une proximité, c'est intéressant. Sur ce, JF, je te remercie beaucoup pour encore une fois ta grande collaboration à l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Simon. On souhaite une bonne journée. À bientôt.
OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.